Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires et dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment renforcer le développement du secteur avicole nigérien après l'épidémie de la grippe aviaire. L'aviculture, l'élevage de la volaille constitue une source d'aliments à travers la viande et les œufs et de revenus aux producteurs nigériens. Elle contribue efficacement à assurer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Cependant, cette filière est confrontée à de nombreux problèmes liés notamment à l'alimentation, la santé de la volaille, les conditions de la transformation et la non-maîtrise des normes techniques. Ainsi, la grippe aviaire déclarée au Niger a affecté quelques 90 854 volailles, dont l'intégralité a succombé, soit des suites de la maladie ou de l'abattage sanitaire durant la semaine du 13 au 15 février 2022, selon le ministère de l'Élevage. Malgré ce tableau sombre, l'aviculture fait l'objet d'un regain d'intérêt de la part des producteurs, des pouvoirs publics et des partenaires financiers et techniques. La demande de viande de la volaille, qu'elle soit produite localement ou importée, est en forte croissance au Niger et catalyse la mise en place et le développement de la production semi-industrielle de la volaille. Cependant, la production locale de la volaille couvre encore moins de 30% de la demande des consommateurs, laissant un vide comblé par les importations de la viande de la volaille à griller, principalement en provenance d'Europe et d'Asie. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions, des explications et des analyses la situation du marché de la volaille du Niger, la situation sanitaire et les réponses aux défis de la préservation et la promotion de l'aviculture. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Chebou Gaouri, président de l'interprofession avicole du Niger. Chebou Gaouri, bonsoir. Bonsoir. Docteur Hamma Hamma, responsable des services vétérinaires privés de proximité de Torodi et spécialiste de la santé de la volaille. Docteur Hamma Hamma, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Adamou Di Kimba Aboubakar, zootechnicien et entrepreneur avicole. Adamou Kimba Aboubakar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Monsieur le Président Chebou Gaouri. 10 foyers de la grippe aviaire ont été recensés dans les élevages à Niamey, Tillabéri et Dosso, totalisant 89 998 poules pondeuses, 558 poussins et 298 cailles selon le ministère de l'élevage. Comment se porte le secteur de la volaille au Niger après l'épidémie de la grippe aviaire? Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai qu'après une épidémie de grippe aviaire, c'est vrai que le secteur ne peut pas se sentir bien, c'est sûr. Mais, ça a véritablement secoué le secteur. Absolument, parce que pendant cette période-là, vous avez vu la note du gouverneur interdisant la circulation, l'importation de tous les produits aviaires, que ce soit les œufs, la volaille. Et au niveau de l'élevage industriel et semi-industriel, ça a fortement impacté la production parce que généralement, tous les poussins utilisés par cette aviculture moderne et semi-moderne sont
importées. Et tout cela, c'est un véritable travail à faire. Les poules à la réforme. À la réforme, ça veut dire qu'elles ont fait leur cycle de ponte et il y a une nécessité de renouveler le cheptel. Mais pour pouvoir renouveler le cheptel, il va falloir importer. Donc, si on a eu une interdiction comme on l'a eu, donc ça déstabilise en réalité le cycle de production parce que le renouvellement n'est pas assuré au moment où il le faut. Monsieur le Président Chebou Gaouri, comment avez-vous assisté à la disparition ou à l'abattage de la volaille dans les fermes avicoles des localités infestées par l'épidémie de la grippe aviaire? Ce qu'il faut savoir, de toute façon, les producteurs sont bel et bien conscients du danger. Les gens étaient préparés. On a fait vraiment toute une série de communications pour appeler les producteurs à eux-mêmes prendre le devant en cas de suspicion de maladie, à prendre les animaux, les amener au niveau de la Bosselle ou bien se déplacer pour saisir les autorités sanitaires qui vont venir constater, faire des prélèvements et maintenant faire les analyses. Si la maladie est confirmée, c'est sûr qu'il faudrait faire des abattages. Il faudrait faire des abattages des foyers et parfois des abattages en réalité préventifs peuvent être faits dans certains cas. Donc c'est ce qui fut fait. Il y a toute une procédure à suivre qui implique vraiment l'administration, les autorités sont là, les huissiers sont là. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Et c'est bel et bien cadré du moment où vous savez qu'après un abattage, il y a forcément des dédommagements qui suivent. Donc, il y a une certaine compensation. Il y a une certaine compensation. C'est vrai que ça ne remplace pas les animaux perdus. Et j'aimerais vraiment préciser cela. Aujourd'hui, quand vous avez une poule en âge de ponte, même à 5 mois et demi, à l'entrée en ponte, le coût de revient de cette poule-là tourne autour de 4 500 francs. Ça veut dire que le prix du poussin plus l'aliment qu'elle a mangé, les soins et tout. En cas d'abattage, vous êtes... donc c'est une grosse perte pour... C'est une grosse perte parce que l'accompagnement tourne autour de 1250 francs par tête, alors que vous voyez qu'il y a aussi un gap qui est là. Et là, on est vraiment en train de négocier avec les autorités pour essayer de revoir cette grille de compensation-là, parce qu'elle date de 2004-2005. Vous imaginez que ce n'est plus la situation de 2005. Il y a eu des discussions en amont avec les professionnels de l'agriculture. Absolument, pour essayer de voir dans quelle mesure l'État peut revoir cette grille-là pour qu'elle soit beaucoup plus conforme à la réalité de 2020-2023. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc, c'est ça, quoi. Chez Bougaouri, quels sont les différents types de volailles qu'on peut élever sans grande difficulté ici au Niger? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez sans grande difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation... Le Niger a un climat quand même chaud. Oui. Il y a la chaleur. Et d'habitude, les poussins ne supportent plus. Il faut savoir que dans n'importe quel environnement, il y a une certaine adaptation qui se produit dans l'environnement. Et au Niger, nous avons vraiment le poulet local qu'on est en train de travailler beaucoup pour essayer de le labelliser. À travers le croisement? Non, les poulets locaux même qu'on a. On a des poulets locaux qui sont là aujourd'hui qui constituent quand même à plus de 80% la production de viande de poulet local. Et ça a un bon goût, les gens aiment ça. Le seul problème, c'est qu'il faudrait régler certains problèmes qui sont liés à l'aspect sanitaire, la vaccination et à l'alimentation. Et aussi faire un petit travail de croisement avec certaines espèces pour les amener en réalité à ce que le producteur puisse faire plusieurs cycles par an, que la croissance soit un peu rapide, que le rendement de la carcasse aussi soit acceptable. Donc c'est tout ce travail-là qui mérite d'être fait, mais il faut savoir que on peut bel et bien promouvoir ce poulet-là en le labellisant. Le poulet local. Le poulet local. On peut bel et bien en réalité travailler ce poulet-là pour qu'il soit vendu même au-delà de nos frontières.
On peut bel et bien le faire, donc ça nous demande juste un peu de travail. Ok, voilà. Chez Bougaouri, aujourd'hui, l'aviculture fait l'objet de regains d'intérêt de la part de toutes les couches socio-économiques. Si les producteurs ont décidé de mettre des millions, parfois des milliards dans l'activité, ce n'est pas parce qu'ils méconnaissent les risques, ils savent qu'il y a un risque. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, il faut vraiment arrêter de dramatiser la situation. Un risque, s'il est connu, généralement, le problème est presque réglé. Comment est-ce que les autres pays font? Le risque, on peut contourner les risques. On peut contourner bel et bien les risques avec un bon programme de prophylaxie, un bon programme sanitaire. Je crois que les spécialistes sont là, ils vont vous répondre par rapport à ça. Mais quand même, le risque, il faut savoir que le risque, il concerne, si risque il y a, il concerne la filière partout dans tous les pays du monde. Seulement, comment les autres font pour produire jusqu'à avoir un excédent pour amener chez nous, c'est parce que en réalité, les conditions d'élevage, ils font les choses peut-être d'une manière un peu plus professionnelle que nous. Et aujourd'hui, c'est le véritable défi qu'on a, c'est celui vraiment de faire en sorte que le secteur se professionnalise. Tant qu'il est professionnalisé, tous ces risques-là peuvent être réduits en tout cas. Merci beaucoup, M. Cheibou Gaouri. Je rappelle que vous êtes le président de l'interprofessionnel avicole du Niger. Le temps de donner la parole à Dr Hamma Hamma, responsable des services vétérinaires privés de proximité de Torodi, spécialiste de la question de la santé de la volaille. Monsieur Dr Hamma Hamma, en dehors de la grippe aviaire, quelles sont les autres maladies les plus fréquentes et les plus redoutées qui peuvent décimer la volaille? Merci, M. Mokhtar, pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui à échanger sur les questions des pathologies aviaires. Et en dehors de la grippe aviaire, il y a des milliers de maladies qui peuvent faire mal à la volaille, mais les plus importantes chez nous ici au Niger, peut-être qu'il faudrait les classer en deux, puisque notre aviculture est à deux pans. Donc l'aviculture traditionnelle, qui n'a pas les mêmes exigences que l'aviculture moderne. Alors, même s'il y a les mêmes exigences, donc les acteurs n'ont pas le même respect de ces exigences-là. Donc au niveau de l'aviculture traditionnelle, aujourd'hui, la première maladie qui cause des problèmes pour les éleveurs, c'est la maladie de Newcastle. Qu'on appelle Kwatou en germain. Qu'on appelle Kwatou en germain et dans beaucoup de langues d'ailleurs. Et en dehors de cette maladie qui représente plus de 80% des problèmes de pathologie, il y a aussi d'autres pathologies qui émergent dans l'aviculture traditionnelle, notamment la variole aviaire. On peut parler également de la gomboro également, qui de plus en plus... Toutes ces maladies sont fréquentes ici au Niger? Absolument, sont présentes ici au Niger. Et certaines infections bactériennes telles que les colibacilloses et puis les choléra aviaires. Donc tout ça se retrouve au niveau de l'aviculture traditionnelle. Maintenant, au niveau de l'aviculture moderne, puisque à ce niveau, il y a un programme général qui est censé être appliqué régulièrement. Un programme sanitaire, ce qui concerne les traitements, les déparasitages et même l'hygiène. Du coup, il y a peut-être moins, ces maladies se manifestent de moins en moins au niveau de l'aviculture moderne. Oui, mais est-ce qu'on peut prévenir toutes ces maladies-là? Oui, pourquoi on parle de programme de prophylaxie sanitaire? Il y a un certain nombre de maladies dont les vaccins sont disponibles et que lorsque ces vaccins sont appliqués dans les conditions requises, ces maladies ne vont pas apparaître. Donc, la plupart des maladies qui causent des problèmes... Est-ce qu'il y a des campagnes de vaccination qu'on observe au niveau de la volaille, comme le cas des bovins? Oui. Comme je l'ai dit, des campagnes de vaccination. Au niveau de l'aviculture traditionnelle, il y a des campagnes. Actuellement même, il y a une campagne de vaccination gratuite contre la maladie de Newcastle qui est en cours. Elle a débuté, ça fait plusieurs mois déjà, et le vaccin n'est pas terminé dans certaines zones. Et la vaccination continue. Les produits sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, contre la maladie de Newcastle, le produit a été rendu disponible sur toute l'étendue du territoire national. Mais je crois que les stocks dans certaines zones sont terminés, mais dans d'autres zones ne sont pas encore terminés. Et donc, la vaccination continue, en tout cas pour les aviculteurs traditionnels. Et puis, c'est gratuit.
Et maintenant, pour l'aviculture moderne, comme vous le savez, donc c'est une entreprise et il y a quand même un certain nombre de vaccinations qui sont disponibles au niveau des distributeurs des produits, distributeurs agréés des produits vétérinaires. Donc un certain nombre de vaccins sont disponibles et donc les fermes qui sont censées appliquer un certain nombre de programmes vont au niveau de ces distributeurs-là pour procurer des produits et puis aller faire leur vaccination. Et donc ça aussi, ça existe. Donc il y a des campagnes au niveau de l'agriculture traditionnelle qui sont supportées par l'État et ses partenaires. Et il y a aussi la disponibilité d'un certain nombre de vaccins pour l'agriculture moderne. Mais à hauteur de combien de degrés, par exemple? Il faut expliquer. Pour cuisiner un poulet, jusqu'à ce qu'il boue à 100 degrés, donc, le virus il est déjà mort à 100 degrés. À 100 degrés, il n'y a pas de problème. Il est déjà mort. Vous qui avez été servi du plat, du poulet mort de grippe aviaire, vous ne risquerez rien. La personne qui risque quelque chose, c'est celui qui va manipuler la volaille. La préparation jusqu'à la cuisine. C'est celle-là qui... Oui, est-ce qu'il y a des comportements adoptés à ce niveau? Au niveau de la préparation, le déplumage par exemple, la cuisson? Oui, tout à l'heure, monsieur le Président a parlé de professionnalisation. Normalement, lorsqu'il y a de grippe aviaire, d'abord on ne consomme pas. Vous avez tout à fait rappelé ici les rituels qu'il faut. L'abattage des animaux. Et lorsqu'on abat ces animaux, c'est pour les détruire et les incinérer. Mais pourquoi abattre et incinérer du moment où on peut consommer? Non, on ne peut pas parce que si on permettait aux gens de consommer cela, les conditions de préparation ne sont pas maîtrisées. Et donc, pour éviter, puisque ça pose un problème de santé publique, on ne prend aucun risque en matière de santé publique. Absolument. Et donc, pour cela, l'abattage est fait par des personnels qualifiés, des techniciens qualifiés pour faire l'abattage. Il ne se fait pas par n'importe qui. Donc, il faut un personnel qualifié dans un certain nombre de conditions, muni d'un équipement particulier qui lui permette donc d'accéder à la volaille et de la détruire sans que lui ne risque d'être contaminé. Oui, docteur, une question. Comment circonscrire, par exemple, une ferme en cas d'épidémie de la grippe aviaire? Est-ce qu'on peut circonscrire une ferme? On peut circonscrire. D'abord, c'est d'abattre tous les animaux qui sont dans cette ferme. Empêcher tout accès à cette ferme. Empêcher toute entrée ni sortie de quoi que ce soit de la ferme. Rien ne rentre, rien ne sort. Et ce qui est dans la ferme est détruit. En plus, maintenant, il faut passer au nettoyage et désinfection, respecter un certain délai de vide sanitaire. Mais tout ça là, c'est coûteux. Oui, c'est coûteux, bien sûr, malheureusement. Docteur, comment prévenir certaines maladies? Est-ce qu'on peut prévenir, par exemple, l'épidémie de la grippe aviaire? Est-ce qu'on peut la prévenir? Bon, on peut prendre des dispositions. Chez nous, d'abord, il y a la vaccination qui se fait ailleurs, mais qui n'est pas encore autorisée au Niger pour un certain nombre de raisons techniques. Cette vaccination n'est pas encore autorisée au Niger. Mais en dehors de la vaccination, la mise en place d'un certain nombre de mesures de biosécurité permettent de prévenir la maladie. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de règles sanitaires, de bonnes pratiques qui sont connues, en tout cas qui sont disponibles, que les fermiers doivent mettre en place pour empêcher l'apparition de la maladie. Ou bien quand elle apparaît, de la circonscrire à l'endroit pour qu'il n'y ait pas de propagation dans les autres fermes ou à l'intérieur même de la même ferme. Donc, ces mesures existent et on peut, tout à l'heure j'avais rappelé le fait d'empêcher la sortie d'un certain nombre de choses de la ferme, ni aussi l'entrée de la ferme. Mais également, c'est muni d'un certain nombre d'équipements. Lorsque nous, on est obligé d'être dans la ferme, on doit entrer dans la ferme avec un certain nombre d'équipements nécessaires pour éviter à la sortie de transporter les germes ailleurs. Donc avec une combinaison particulière et tout, à la sortie, c'est détruit la base dans la ferme et vous repartez sans germes. Parce que si vous entrez comme ça avec vos habits, le virus peut s'accrocher à votre chemise et puis vous pouvez l'amener quelque part. Et donc c'est tout ça que les mesures de bonnes pratiques et les biosécurités permettent d'empêcher et qui font qu'on peut prévenir en tout cas le mieux qu'on peut. Tout à l'heure, on disait que le risque zéro n'existe pas. Et donc, à ce niveau également, le risque zéro n'existe pas. Mais on peut prendre des mesures pour éviter au maximum l'apparition de ces épidémies-là. Et une dernière question, docteur Hamama. La consommation de la volaille importée a-t-elle des conséquences sur la santé des consommateurs? Oui, bien sûr, il peut y avoir des conséquences.
Pas parce que la viande est importée tout simplement, mais il y a des conditions de stockage, de transport qui ne sont pas maîtrisées. Vous savez qu'une denrée alimentaire comme la viande, lorsqu'elle a été congelée, la variation de température... À travers la rupture, la cassure de la chaîne de froid. Voilà, c'est-à-dire qu'une perturbation de la chaîne de froid peut provoquer une variation de température pendant le transport. Et cette variation de température peut faire en sorte que certains germes qui étaient là, mais qui étaient inactifs à cause du froid élevé, se multiplient rapidement et produisent des toxines. Et même si on ramène la chaîne de froid au niveau optimal nécessaire, le mal est déjà fait. Et donc, à la consommation de ces denrées, les gens peuvent être intoxiqués et puis faire des maladies. Voilà. Merci beaucoup au docteur Hamma. Je rappelle que vous êtes responsable des services vétérinaires privés de proximité de Torodi, spécialiste de la santé de la volaille. Adamou Widi Ikimba Aboubakar. Au Niger, l'aviculture est une réponse aux problèmes d'approvisionnement des villes et des campagnes en œufs de table et en viande de volaille pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comment se porte le marché de la volaille et ses dérivés tels que les œufs de table aujourd'hui au Niger? D'accord, merci M. Mokhtar déjà pour l'opportunité que vous donnez au secteur de la filière avicole, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est en train de connaître un véritable regain d'intérêt et qui a besoin de cette opportunité parce qu'il faudrait quand même que tous les acteurs, et que ce soit les acteurs qui soient engagés autour de la chaîne de valeur, que ce soit ceux qui soutiennent la chaîne, et également potentiellement ceux qui disposent des ressources pour pouvoir appuyer la chaîne, comprennent ce secteur et de comprendre que malgré tout ce qu'on dit, que ce secteur est un secteur qui a de l'avenir et qui constitue une véritable opportunité de création d'emplois, de recherche et de revenus. Donc maintenant en termes de marché, parce qu'effectivement à la suite de la grippe aviaire, il est de toute évidence que beaucoup de fermes se sont vues vidées de leur effectif parce qu'il y a eu des fermes qui ont été affectées par la grippe aviaire dont les sujets ont été abattus. Donc du coup, ça peut un peu déstabiliser le marché et surtout que... Ça peut donc un peu déstabiliser le marché. Ça veut dire que les prix de la volaille et même des œufs peuvent être rehaussés. Bien sûr, parce que si vous voyez déjà avec le nombre d'exploitations qui fournissaient des œufs sur le marché et qui aujourd'hui la majorité sont, certains sont aux arrêts, d'autres sont en train de démarrer, parce qu'avec tout ce que les prédécesseurs ont rappelé en termes de mesures à respecter après la déclaration de cas de grippe aviaire et également l'interdiction d'importation, ça fait que il y a eu un effet sur la production. Donc c'est un coup dur pour le secteur. Oui, c'est effectivement, parce que si déjà les acteurs n'arrivent pas à être en fonction, ou ils ont des charges encore avec le personnel, également des charges administratives, il va de soi que ça soit un coup pour le secteur. Parce qu'une ferme qui doit produire des œufs ou de la volaille pour mettre sur le marché et qui se trouve en arrêt d'activité, vous convenez avec moi que ça constitue un problème énorme en termes de production de richesse et de revenus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de production au niveau des exploitations, il va de soi que le marché puisse connaître une certaine rupture qui pourrait avoir des influences sur également le prix des produits. Mais mieux, c'est que parce que comme on dit, la nature a horreur du vide, lorsque déjà le gap n'est pas comblé, ça veut dire que là, ça donne tendance à aller recourir vers des importations. À travers d'autres pays voisins du Niger. À travers les pays voisins qui aussi ont été déclarés, où la grippe aviaire a été déclarée. Donc voyez-vous, le problème qu'on courait, qui a mené à abattre ou à interdire les importations, ne vont pas être contrôlés et ces produits vont venir et ça sera encore un autre objet de contamination de la volaille locale.
Donc quand je parle de la volaille locale, ça peut être la volaille issue des fermes modernes comme la volaille issue des exploitations familiales à travers l'agriculture traditionnelle. Donc Adamou Kimba Aboubakar, donc en dehors de ces quelques difficultés, il n'y a pas de vente ou de concurrence déloyale au niveau du marché? Non, en fait, en termes de production locale, là, il faut se rassurer que la production locale, elle ne peut pas être concurrencée localement. Mais par contre, la menace par rapport à la production locale, c'est vraiment les importations. Et leur menace, elle est double. Quand vous voyez, à chaque fois que nous avons la grippe aviaire qui a été analysée, et on voit que c'est des souches qui nous viennent du Brésil. Or, jusqu'à preuve de contraire, nous n'importons pas des produits aviaires venant du Brésil vivant. Ce qui vient, on sait comment ça vient et c'est ça qui est une partie de la source. De l'autre côté, il y a des voisins, les pays voisins, qui arrivent à développer des partenariats commerciaux en matière d'agriculture avec le Brésil, l'Asie. Et c'est le fait que des sujets vivants viennent de ces pays, ça fait que ça contribue à la contamination de nos... Mais est-ce que même les oiseaux migrateurs là ne peuvent pas contaminer la volaille locale? Si, ça peut contaminer, mais c'est que quand on regarde, les oiseaux migratoires viennent généralement d'Europe pour des questions de température, pendant les saisons de migration. Mais quand on fait l'analyse des souches, on se rend compte que souvent c'est des souches qui nous viennent d'Asie. Voyez-vous. Et donc là, ça amène à poser des questions. Or, nous savons quand même que notre grand voisin n'a jamais été déclaré indemne de la grippe aviaire. Or, beaucoup de produits nous viennent de là-bas. Donc, ce qui fait que cette contamination qui vient d'une souche qui n'est pas connue ici, ça fait que l'importation des produits vers ces pays constitue une véritable menace pour l'agriculture nigérienne. Adamou Kimba Aboubakara, quels sont les obstacles ou encore les difficultés du marché du secteur de la volaille au Niger? Maintenant, les difficultés du marché, c'est que vraiment le marché, en réalité, tout le monde va. Or, aujourd'hui, pour qu'on puisse quand même... Tout le monde va, ça veut dire que le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Tout celui qui a son produit, il le présente et les consommateurs, c'est à eux de faire le choix. Donc, et c'est là que je pense que les acteurs doivent s'y mettre ensemble pour pouvoir organiser le marché. Il faudrait que le marché soit organisé et dominé par la production locale. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-ci, ça veut dire que le marché, il est laissé pour compte et ça va être déstabilisé et par après, on n'arrive pas à bien cerner et puis à pouvoir le maîtriser. Donc, parce que nous savons quand même que toute production est orientée vers le marché. Lorsque le marché n'est pas garanti, ça veut dire que vous investissez, vous risquerez de jeter des ressources par la fenêtre parce que vous engagez des fonds conséquents qui produisent, n'est-ce pas, mais finalement le produit n'est pas consommé sur le marché. Donc, or pour le faire, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on dise que mais d'abord en matière de régulation du marché des œufs, la régulation du marché de la volaille, il faudrait qu'on soit en mesure de le faire. Et c'est là que ça répond à un peu l'interprétation du président Gaouri qui disait que non, il faudrait qu'on ait vers une professionnalisation. Tant que les acteurs ne se professionnalisent pas sur toute la chaîne, pour que partout, sur tout segment de la chaîne, qu'ils soient en mesure de maîtriser ce qui se passe, je pense qu'on va fournir beaucoup d'efforts et pour avoir des résultats en tout cas et qui soient miettes ou qui restent demain insignifiants. Adamou Kimba Aboubakara, de quoi est composé l'aliment des poules, par exemple, les poules que vous utilisez dans vos fermes? Bon, généralement, l'alimentation elle est constituée de parties protéiques et énergétiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend l'aliment, on a de l'aliment qui est à base de céréales, plus d'autres ingrédients qu'il faut ajouter. Céréales, quel genre de céréales? Bon, généralement, ici, on utilise le maïs pour pouvoir faire produire de l'alimentation, qui est la base de l'alimentation. Et maintenant, il n'est pas dit aussi qu'on ne peut pas utiliser d'autres céréales telles que le mil, telles que le sorgho, parce que des études ont montré qu'on peut effectivement utiliser le sorgho. Parce que quand on regarde le flux ou le profil du prix de ces céréales par moment, il y en a qui arrivent à être plus au bon marché par rapport à d'autres. Donc, ce qui fait qu'on peut effectivement, pour pouvoir
toujours mettre le gain du côté du producteur, le conseiller d'aller vers l'utilisation de chaque céréale selon le moment où le prix est favorable. Donc si le prix des céréales monte, ça veut dire que les prix des œufs aussi vont augmenter. Bien sûr. Parce que je vous prends simplement le cas aujourd'hui quand on regarde le son qui est utilisé dans l'alimentation de la volaille, mais l'équivalent de 100 kg de son coûte plus cher que le maïs, ou approximativement le même prix. Parce qu'actuellement, je pense sur le marché, le son de 25 kg doit être autour de 6 000, 7 000. Donc quand vous prenez 100 kg, ça va aller autour à 6 000, ça te fait déjà 24 000. Or, je pense que ça va avoisiner le prix du sac de maïs. Donc, le son n'est qu'un résidu de la céréale. Donc, ce qui fait que, et quand on regarde tout ça, on se rend compte effectivement que là, le coût de production est élevé parce que les ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication de l'aliment constituent et sont le coût est très élevé. Et au finish, le coût de production revient très cher et le poulet ou l'œuf, le prix de cession est effectivement élevé. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui donne l'avantage aux produits qui viennent d'ailleurs. Parce que quand ils viennent, puisque ce n'est pas des produits qui ont une certaine, si vous voulez, valeur en termes de normes de qualité, quand ils viennent ici, ils arrivent à compétir ou à concurrencer avec les produits locaux, qui le coût de production est très élevé, malgré que ça soit la qualité. Mais bon, et ça leur donne un avantage du point de vue prix de marché, contrairement aux produits importés. Ouais. On va commencer avec vous, Dr Hamahama. Le Niger est-il une terre d'opportunité pour le développement de l'aviculture au regard des multiples défis sanitaires qui gangrènent le secteur? Oui, le Niger est une terre d'opportunité puisque les problèmes sanitaires, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, c'est des problèmes qui sont déjà en tout cas connus. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est l'application des mesures édictées. Et là, il faudrait que l'interprofession, en tout cas les acteurs, fassent le maximum de sensibilisation envers les acteurs du domaine. Le domaine de base, pour que les mesures soient en tout cas respectées. Et ça retrouve encore la question de la professionnalisation. Que ce soit en aviculture traditionnelle, que ce soit en aviculture moderne, si on tend vers la professionnalisation, on est à mesure donc de respecter un certain nombre de mesures sanitaires. Et donc, les problèmes sanitaires ne peuvent pas être, en tout cas au regard des efforts qui sont fournis dans le domaine de la santé aujourd'hui au Niger, ces problèmes ne peuvent pas être un obstacle pour la production avicole et même pour la production animale en général. Docteur, l'aviculture est considérée comme un métier à risque. Vous l'avez rappelé, le président Chebou Gaouri l'a rappelé tout de suite. Peut-on soigner la volaille avec des plantes, donc des plantes locales par exemple? Oui, effectivement, il y a des thérapies sur la base des plantes locales qui sont connues. Enfin, il y a des gens qui les connaissent, qui ne sont pas nombreux, qui connaissent. Mais il y a également un travail qui est fait au niveau de la recherche sur la base donc, des plantes locales. Des résultats sont disponibles, mais je ne sais pas si ça a été mis à l'échelle pour que ça soit utilisé de façon opérationnelle. Mais quand même, pour répondre à votre question, il existe des plantes qui peuvent être utilisées pour le traitement des maladies de la volaille. Merci, docteur. Président Chebou Gaouri, y a-t-il un cadre de concertation ou une synergie d'action entre les professionnels du secteur de l'agriculture ici au Niger? Oh oui, absolument, parce qu'on a déjà une interprofession du secteur avicole qui est là, qui est la plus haute instance en termes organisationnels. Il y a les partages d'expériences, les échanges des informations. Absolument. Il faut savoir que l'interprofession, en réalité, son essence est à la base. Il y a une organisation au niveau des communes où des bureaux ont été mis pour essayer d'organiser la filière. Et après, au niveau des régions,
On a mis aussi des collèges régionaux. Donc c'est une grosse structure. Absolument. Elle a ses tentacules vraiment sur toute l'étendue du territoire, et la porte d'entrée traditionnelle, c'est la commune. Donc tout commence à partir de la commune, ça vient au niveau des régions, et après maintenant l'interprofession qui est mise en place, qui est constituée de ces différents collèges. Donc c'est un véritable cadre de concertation qu'on a mis, qui permet à tous les professionnels de la filière de faire des échanges d'expériences, des échanges en termes de technologie aussi, de production, et ça nous permet aussi de parler d'une même voix en face des autorités. Il faut savoir que en face des autorités, oui. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien peut faire aujourd'hui pour un peu booster le secteur? Ce que le gouvernement nigérien peut faire, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour les autorités. Pour le gouvernement. Écoutez, pour les autorités, c'est le message qu'ils nous disent. Mais pour nous, professionnels de l'agriculture, nous pensons que ils doivent revoir en réalité leur copie. Pourquoi? Parce que tout ce que le gouvernement peut faire dans un pays comme le Niger, où le taux de croissance démographique est très élevé, il est très élevé, et aujourd'hui les protéines, il faudrait penser à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations. Elle ne peut passer que par des protéines faciles à produire comme le poulet et l'œuf. Donc, dans d'autres pays, les gouvernements se sont attelés à ce problème-là en subventionnant le secteur de l'agriculture. Absolument. Et aujourd'hui, le grand problème même qu'on a, qu'est-ce qui fait que la filière a du mal à démarrer ici, c'est parce qu'on est concurrencé par des produits venant d'autres pays importés, où ils sont subventionnés. Donc, c'est une concurrence en réalité déloyale. Vous ne pouvez pas importer un produit d'Europe ou d'Amérique où il est subventionné là-bas pour qu'il vienne sur un marché comme le marché du Niger, où l'agriculture n'est pas du tout subventionnée, n'est pas protégée par l'État pour qu'on puisse être au même niveau de compétition. C'est ça en réalité le problème. Donc ce que l'État doit faire vraiment, c'est de protéger la filière. C'est de protéger la filière le temps que cette filière-là puisse grandir et se prendre en charge. On a besoin de cette protection-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, on fait trop de tam-tam, on fait trop de trompettes autour de la question de la globalisation. On est dans une question de zleikaf, tout ça. Mais je crois bien que rien n'empêche aussi, au nom de ce fameux principe de subsidiarité, rien n'empêche les États de prendre des mesures s'ils peuvent bel et bien les justifier. Et je crois bien qu'au Niger, on peut bel et bien les justifier. Parce président Chebou, est-ce que vos membres, les membres de l'interprofessionnel du secteur de l'agriculture ont accès au crédit bancaire? Ça, c'est un autre problème aussi, parce que vous avez une certaine psychose. Les gens considèrent l'agriculture comme une activité à risque. OK, au niveau des institutions. Mais au fait, le problème n'est pas lié au risque en lui-même. Le risque, pour nous, c'est d'avoir des interlocuteurs en face de nous qui ne comprennent rien de ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous partez dans une banque, vous vous retrouvez avec un commercial qui va analyser votre business plan, qui serait incapable de déceler un problème dans votre business plan. OK, il va dire que non, mais il y a la grippe aviaire, et si tout meurt d'un coup? Alors que non, il doit regarder, voir par rapport à la grippe aviaire, est-ce que dans votre business plan, est-ce que vous avez prévu en réalité les mesures sanitaires de prophylaxie? Est-ce que réellement vous avez pris toutes les mesures pour en réalité limiter cela? Mais il est incapable de voir ça parce qu'il ne comprend absolument rien de ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est ça pour nous le risque, c'est de faire en sorte d'avoir des professionnels de banque qui s'y connaissent encore dans ce qu'on est en train de faire, avoir de véritables interlocuteurs. Monsieur Chebou Gaouré, la production agricole au Niger, longtemps dominée par les pratiques traditionnelles, se transforme progressivement autour des centres urbains comme Niamey, la capitale, pour devenir une véritable activité économique. Comment restructurer, réorganiser pour rentabiliser ce secteur agricole pour le bonheur des populations nigériennes rapidement? Ça nécessite des investissements, ça nécessite une certaine protection, et puis l'État doit vraiment lui aussi encourager beaucoup plus le secteur.
et aussi voir au niveau de la régulation les questions des taxes et impôts. Vraiment. Il y a des taxes et impôts aussi à payer. Mais bien sûr, c'est une activité comme une autre. Ok, c'est vrai que la chanson traditionnelle, c'est de dire que tout ce qui concerne la sécurité alimentaire est très stratégique pour le pays. Il faudrait revoir ces choses-là. Mais je vous assure qu'au niveau de la production avicole, quand même, les gens font face à des impôts et à des taxes liées à l'importation et des intrants, les poussins et les compléments alimentaires, les concentrés, tout cela, c'est sujet vraiment à des taxes. Merci beaucoup, Président Cheibou Gaouri Adamou Oudi Kimba Aboubakar. Quelles sont les difficultés des acteurs du domaine de l'agriculture au Niger? Bon, les difficultés, je pense, c'est comme l'a dit les collègues, parce que du point de vue déjà sanitaire, lorsqu'il n'y a pas des mesures de biosécurité qui sont installées dans les exploitations, ça constitue déjà le premier défi, parce que la ferme de l'installation jusqu'à la mise en exploitation, il faudrait quand même que des mesures de biosécurité soient préparées. Oui, en important les poussins, il y a des poussins qui peuvent mourir. Il y a des œufs qui peuvent se casser. Tout ça là, c'est des difficultés. Tout à fait, il y a tout ça. Maintenant, en fait, puisqu'il faut prendre c'est-à-dire de l'installation, de l'exploitation même, c'est-à-dire les endroits où on doit l'installer, tout ça, ça peut être... Il y a aussi les problèmes récurrents de coupure d'électricité qui posent aussi... Tout à fait, notamment dans les bâtiments industriels où nous voyons quand même que tout est sous contrôle énergétique. S'il y a déjà des coupures, le fait de passer du secteur au groupe, ça peut entraîner effectivement des dommages. En dehors de ça, il y a tout, en termes de contraintes aussi, c'est qu'il faut voir, il y a l'approvisionnement pour les intrants, les poussins, quand ça vient, quand on s'est amusé à calculer les taxes, autour de, je pense, 29% de taxes qui sont prélevées sur les poussins. Il y a l'alimentation, parce que tout simplement, l'alimentation en grande partie nous vient d'ailleurs. Tout ce qu'on utilise ici, et souvent c'est les céréales, mais la grande partie nous vient d'ailleurs. Il y a également dans la production. Dans la production, nous avons des difficultés parce que les agents, quand vous prenez, qui travaillent avec nous, les fermiers, les basse-courriers, ils ne sont pas aussi moulés dans l'esprit de l'entrepreneur, du promoteur, parce que pour eux, ils ne pensent pas que c'est des ressources qui peuvent apporter de l'argent. Que ce soit les petites fermes comme les grandes. Quand je parle des petites fermes, c'est les fermes au sol ou les fermes, comment ils s'appellent, ou les fermes en batterie. Et également, quand on regarde aussi l'accès aux ressources, parce que c'est une activité dont l'investissement de départ est élevé. Aujourd'hui, quand on prend du point de vue dans le secteur agricole, il n'y a pas un secteur comme l'aviculture où on démarre avec des ressources conséquentes. Pour certains, on peut démarrer progressivement. Par contre, ici, il faut d'abord faire un grand bâtiment, il faut acheter beaucoup les poussins, il faut acheter l'alimentation, tout stocker, et puis il faut garantir la santé. Donc, ça, c'est aussi également des contraintes. Quand on prend également du point de vue marché, ça constitue aussi une contrainte qui peut freiner le développement de la filière. Parce que vous investissez, au finish, vous avez des œufs sous la main que vous ne pouvez pas vendre, ou quand vous les vendez même, vous les vendez en deçà du coût marginal. Parce que le marché est tellement instable que vous pouvez produire une alvéole d'œuf à 2000 francs et souvent le vendre à 1500. Donc voyez-vous, je pense que ça, c'est des aspects à regarder. Oui, Adam Kimba Aboubakar, sans vous couper, comment protéger et préserver la volaille locale au Niger? Bon, en tout cas, la première des choses, la première mesure à prendre, c'est de pouvoir contrôler ce qui rentre. Parce qu'aujourd'hui, même si l'État prend des dispositions pour dire que non, j'interdis l'importation, mais on a vu qu'en dehors des fermiers et locaux qui font des demandes d'autorisation pour importer des sujets, les autres font rentrer des volailles. Et les autres, c'est qui? Écoutez, il y a d'autres acteurs qui sont là et qui arrivent à travers la fraude pour faire rentrer des volailles sans aucune autorisation. Et ça constitue une menace du point de vue sécurité sanitaire de la volaille. Et également, quand ils viennent, ils ne sont pas soumis au même régime, parce que quand vous êtes formel et vous faites une demande officielle pour dire que vous importez des poussins, sur lesquels on a prévu des taxes que vous payez. Alors par contre, il y a d'autres qui, quand ils prennent les poussins, ils les font rentrer comme ils veulent, et ils viennent les vendre au même prix que vous, ou en deçà que vous. Et également,
et ils arrivent aussi à vous faire rentrer des pathologies qui contaminent ou qui déciment votre effectif. Donc je pense que votre cheptel, c'est un problème. C'est un problème énorme. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Cheibou Gaouri, président de l'interprofession avicole du Niger, Dr Hamma Hamma, responsable des services vétérinaires privés de proximité de Torodi, spécialiste de la santé de la volaille, et Adamou Oudi Kimba Aboubakar, zootechnicien et entrepreneur avicole. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires et 7 télévisions de la place. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.